La récente décision de l'Ukraine de fermer un pipeline crucial qui a longtemps servi de source financière pour l'économie russe a provoqué des remous dans le paysage géopolitique, laissant le président Poutine dans une position précaire. Ce geste audacieux est une étape calculée dans une stratégie plus large visant à affaiblir la domination économique de la Russie, fortement dépendante des revenus des hydrocarbures. Et la célèbre métaphore utilisée par le défunt sénateur John McCain, décrivant la Russie comme une station-service, souligne la dépendance de la nation à ses exportations d'énergie. Et cette dépendance est devenue une vulnérabilité que l'Ukraine a habilement exploitée. Mais pour comprendre la gravité de cette décision, nous devons d'abord examiner le pipeline lui-même et le moment choisi par l'Ukraine pour agir. L'annonce du président Zelensky de mettre fin à l'ancienne route d'approvisionnement en gaz de la Russie vers l'Europe, qui traversait l'Ukraine, marque un changement significatif dans la dynamique énergétique de la région. Ce pipeline a été opérationnel pendant plus de 4 décennies, servant de conduit essentiel pour le gaz russe vers les marchés européens. La raison invoquée par Zelensky pour arrêter le transit est la conviction que ces approvisionnements en gaz finançaient indirectement les efforts militaires de la Russie. La cessation des approvisionnements en gaz est en effet un événement monumental, tant sur le plan émotionnel que stratégique, surtout alors que l'Europe se prépare pour les mois d'hiver. Financièrement, cela marque la fin d'un contrat de 5 ans entre Naftogaz d'Ukraine et Gazprom de Russie. Et il y a quelques heures à peine, le pipeline a cessé de fonctionner, interrompant le transport quotidien de 40 millions de mètres cubes de gaz vers la Slovaquie, qui se dirigeait ensuite vers des pays comme l'Autriche, la Hongrie et l'Italie. Pour la Russie, la douleur est aggravée par le fait que les États-Unis interviennent pour combler le vide laissé par le gaz russe. La Russie a affirmé que la décision de l'Ukraine était influencée par la pression américaine, car les États-Unis ont un intérêt financier à y gagner. Cependant, cette affirmation est probablement une tentative de détourner la responsabilité. La Russie a une histoire d'attribuer ses défis à l'ingérence américaine, souvent en négligeant ses propres actions. Si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, son économie ne ferait peut-être pas face à des conséquences aussi graves, exacerbées par les sanctions imposées en réponse à l'invasion. Mais revenons à la question centrale. Le président Zelensky a fait une déclaration résolue. Nous ne continuerons pas le transit du gaz russe. Nous ne leur donnerons pas l'opportunité de gagner des milliards supplémentaires sur notre sang. Tout pays dans le monde qui pourrait recevoir quelque chose de bon marché de la Russie, à la fin, demain, dans un mois, dans un an, deviendra dépendant de la Fédération de Russie. C'est leur politique. C'est pourquoi nous ne transiterons plus le gaz russe. Le contrôle par l'armée ukrainienne de la ville russe de Soucha, le point d'entrée du pipeline, souligne la nature stratégique de cette décision. Ainsi, le jour de l'âne, un message a été envoyé. Salutations de la ville de Soucha. Les nouvelles sont les suivantes. La ville est contrôlée par les forces armées ukrainiennes. La ville est calme. Tous les bâtiments sont intacts. L'installation stratégique de Gazprom dans la ville de Soucha est sous le contrôle du 9e bataillon mécanisé de la 61e brigade. Nous souhaitons à tous un ciel paisible. Mais la question demeure, pourquoi l'Ukraine a-t-elle mis si longtemps à fermer ce pipeline ? La réponse réside dans une combinaison de prudence stratégique et de nécessité financière. Initialement, l'Ukraine était réticente à perturber l'approvisionnement énergétique de ses alliés européens qui dépendaient fortement du gaz russe. Perturber cet approvisionnement aurait pu créer des pressions internes sur les gouvernements des pays soutenant l'Ukraine, affaiblissant potentiellement leur détermination, car les politiques intérieures influencent souvent la politique étrangère, ce qui en fait une considération importante. De plus, l'Ukraine a donné un préavis suffisant à ses partenaires, leur permettant de se préparer pendant 1 an avant que l'arrêt ne prenne effet. Ce n'était donc pas une surprise soudaine pour les pays dépendants du gaz russe. Ce n'est pas une situation que la Russie peut facilement rectifier. Elle ne peut pas simplement rediriger le gaz vers la Chine ou l'Inde, car la construction de nouveaux pipelines est un processus long. Les revenus ne commencent à affluer que lorsque l'infrastructure est en place et opérationnelle. Cela représente un défi de taille pour Poutine, qui doit trouver une solution rapide. Le président Zelensky s'est exprimé sur Twitter après la décision. Lorsque Poutine a été présenté à la présidence russe il y a plus de 25 ans, le transit annuel de gaz par l'Ukraine vers l'Europe totalisait plus de 130 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, il est égal à 0. C'est l'une des plus grandes défaites de Moscou à la suite de l'utilisation de l'énergie par la Russie comme arme et du recours au chantage cynique des partenaires. Moscou a perdu l'un des marchés les plus rentables
et géographiquement accessible. Dans de telles circonstances, la grande majorité des pays européens se sont adaptés au changement. Notre tâche commune aujourd'hui est de soutenir le mouvement pendant la période de transformation énergétique. Nous devons surmonter l'hystérie de certains politiciens européens qui préfèrent les schémas de type mafieux avec Moscou à une politique énergétique transparente. Nous espérons également une augmentation de l'approvisionnement en gaz américain vers l'Europe, que le président Trump a déjà mentionné. La coopération et l'approvisionnement maximal des partenaires entraîneront des prix plus confortables sur le marché. Plus il y aura de gaz disponible sur le marché de la part des véritables partenaires de l'Europe, plus les dernières conséquences de la dépendance de l'Europe à l'égard de la Russie seront éliminées. Il est probable que la mention par le président Zelensky de l'approvisionnement en gaz américain remplaçant le gaz russe ne plaira pas à Poutine. Cependant, cela pourrait être un mouvement stratégique de Zelensky pour se positionner favorablement pour de futures négociations avec les États-Unis. Pendant ce temps, le rouble russe continue de décliner par rapport au dollar américain, reflétant l'emprise décroissante de Poutine sur le pouvoir. Bien que le citoyen russe moyen ne soit pas trop préoccupé par le taux de change du rouble, les entreprises russes les sont bien conscientes de ses implications. Une monnaie forte est essentielle pour le commerce international car elle affecte le coût des importations et des exportations. D'ailleurs, un avantage potentiel d'une monnaie plus faible est qu'elle peut stimuler les exportations en rendant les produits russes moins chers pour les acheteurs étrangers. Par exemple, si une livre de pommes russes coûte 100 roubles, un rouble plus faible signifie que les acheteurs étrangers peuvent acheter plus de pommes pour le même montant de devises étrangères. Cela peut augmenter la demande pour les exportations russes. Cependant, en raison des nombreuses sanctions imposées aux entreprises russes, la Russie ne peut pas pleinement tirer parti de cet avantage. Les sanctions, conséquence de l'invasion de Poutine, ont sévèrement restreint la capacité de la Russie à s'engager dans le commerce international. En conséquence, la Russie subit les effets négatifs d'une monnaie plus faible sans en récolter les avantages potentiels. Le coût des importations a augmenté, entraînant une inflation plus élevée pour les consommateurs russes. Lors d'une récente session de questions-réponses, Poutine a fait face à de nombreuses questions sur l'inflation, rejetant la responsabilité sur le gouvernement central et évitant de reconnaître que l'invasion et l'augmentation des dépenses de défense ont contribué aux défis économiques auxquels la Russie est confrontée. Le conflit en cours a transformé l'économie russe en une économie de guerre fortement dépendante des achats militaires étrangers. La dépréciation du rouble signifie que ces achats, tels que les drones d'Iran et les fournitures militaires de Corée du Nord, deviennent de plus en plus coûteux. Cela impose un fardeau financier supplémentaire aux contribuables russes, qui financent une guerre que la Russie a du mal à gagner. Par ailleurs, les guerres sont souvent des batailles d'endurance économique, et le pays avec l'économie la plus résiliente est susceptible de l'emporter à long terme. La stratégie initiale de Poutine était d'éviter un conflit prolongé, mais les circonstances l'ont forcé à s'engager dans une guerre prolongée. Cependant, les experts et les responsables ukrainiens ont suggéré que l'économie russe pourrait ne pas soutenir l'effort de guerre au-delà de 2025. Bien que la Russie ait anticipé les sanctions et s'y soit préparée, elle n'était pas équipée pour les endurer sur une période prolongée. Alors que les réserves de Poutine s'épuisent, l'économie russe ressent la pression des sanctions prolongées et du conflit en cours. Enfin, un économiste a récemment expliqué les dynamiques économiques de la guerre. Toute guerre est essentiellement une guerre d'économie. Il s'agit de retour sur investissement. Par exemple, l'Ukraine a utilisé des drones relativement peu coûteux pour causer des dommages importants aux dépôts de munitions russes, entraînant des pertes de milliards de dollars pour la Russie. C'est un retour sur investissement élevé pour l'Ukraine. A l'inverse, lorsque la Russie cible l'Ukraine, elle utilise souvent des roquettes militaires coûteuses pour détruire des infrastructures valant bien moins que le coût des roquettes. Ce n'est pas une stratégie économiquement viable. De plus, les attaques de la Russie sur des cibles civiles, bien qu'elles soient destinées à intimider, ne produisent pas de bénéfices économiques et sont considérées comme des crimes de guerre. Malgré les défis, la population ukrainienne reste résiliente et son moral est élevé. Le président Zelensky est guidé par la volonté du peuple ukrainien, déterminé à voir le conflit se résoudre de manière juste. Le peuple ukrainien a enduré des difficultés significatives et n'est pas prêt à accepter la paix sans responsabilité pour les actions de la Russie. En conclusion, la décision de l'Ukraine de fermer le pipeline est un mouvement stratégique qui a des implications significatives pour l'économie russe.
Elle met en évidence les vulnérabilités d'une économie trop dépendante d'une seule ressource et souligne l'importance de la résilience économique en temps de conflit. Alors que la situation continue d'évoluer, le monde observe de près pour voir comment la Russie naviguera à travers ces défis et ce que l'avenir réserve à la région. Les événements en cours rappellent de manière frappante l'interaction complexe entre l'énergie, l'économie et la géopolitique et l'impact profond que ces facteurs peuvent avoir sur la stabilité mondiale. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans la section des commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des dernières vidéos. À très bientôt.